Le troisième chapitre de ce cours concerne les variables aléatoires. Donc on va définir ce que c'est qu'une variable aléatoire, définir l'espérance, la variance d'une variable aléatoire, donner les principales propriétés. Une variable aléatoire, c'est une application qui part d'un univers, de possibilités, de résultats d'une expérience aléatoire, et qui lui associe un réel. C'est quelque chose qui est extrêmement concret et courant. Vous jetez un dé à 6 faces, vous pouvez considérer que la variable aléatoire, c'est le résultat que vous lisez sur le dé. Ou si vous préférez, que c'est 3 fois le résultat que vous lisez sur le dé. Vous mesurez une tige métallique, la variable aléatoire, ça va être la dimension, la longueur de la tige, ou son poids, ou sa température. Voilà. Encore, on peut fabriquer beaucoup de variables aléatoires à partir d'une expérience ou d'un objet. Le nombre de pannes quotidiennes d'une machine, même chose, 1, 2, 3, 4, 5 pannes chaque jour. La note à un examen, vous avez 0, vous avez 5, vous avez 18. C'est là encore, tout ça sont des variables aléatoires parce que le résultat n'est pas défini à l'avance. Le dé, c'est vraiment quelque chose d'aléatoire. Le nombre de pannes quotidiennes d'une machine, la note à un examen, vous ne savez pas d'avance non plus combien ça va donner. Vous avez une idée, vous avez des informations. Vous savez en entrant dans la salle d'examen que vous allez plutôt vous attendre à avoir 15 ou plutôt vous attendre à avoir 3 si vous n'avez rien appris du cours. Mais la note exacte est quand même aléatoire. L'objectif de ce chapitre, ça va être de montrer qu'il y a plusieurs variables aléatoires possibles et que, là encore, si je reprends l'exemple de la note à un examen, un étudiant ou un autre étudiant, on pourrait en quelque sorte leur associer une variable aléatoire différente. Tel bon étudiant aura une variable aléatoire qui aura plutôt une forte moyenne, une faible dispersion, un étudiant qui aura toujours une bonne note, un étudiant qui n'a rien appris mais selon que la matière lui plaît ou pas, il va réussir très bien ou pas, on pourra associer une note moyenne et une très grande variabilité. Voilà. Alors, aux variables aléatoires, on associe d'abord ce qu'on appelle la fonction de répartition, qu'on note comme ça, grand F de petit x. On rappelle ici éventuellement le nom grand X de la variable. C'est la probabilité d'obtenir un résultat pour la variable aléatoire grand X strictement plus petit que petit x. Donc, probabilité que grand X soit plus petit que petit x, c'est une notation un peu inhabituelle hors des probabilités, mais que vous avez déjà croisée. C'est la probabilité d'obtenir un résultat dans l'intervalle moins l'infini x. Alors c'est une fonction qu'on utilisera peu finalement, on l'utilisera seulement de manière cachée dans la table de la loi normale que vous avez déjà manipulée au semestre 1 et qu'on va revoir. Donc je donne simplement rapidement ses propriétés. C'est une fonction qui est croissante, qui est positive, qui a une limite nulle en moins l'infini. La probabilité d'obtenir un résultat plus petit qu'un nombre qui tend vers moins l'infini, ça va tendre vers 0. A l'inverse, la probabilité d'obtenir un résultat plus petit qu'un nombre qui s'approche de l'infini, ça va tendre vers 1. Et on peut calculer la probabilité que la variable aléatoire donne un résultat plus grand qu'un nombre donné en utilisant l'événement contraire grâce de nouveau à la fonction de répartition. Alors les variables, on a déjà dit la semaine dernière que les univers pouvaient être discrets ou continus. Les variables aléatoires, de même, peuvent être définies sur un ensemble discret ou sur un ensemble continu et peuvent arriver dans un ensemble discret ou continu. Si l'ensemble est discret, la probabilité d'avoir un résultat inférieur ou égal à 5 et un résultat strictement inférieur ou égal à 5, ça ne sera pas la même chose. A l'inverse, pour une variable continue, ça sera le cas principalement de la loi normale pour les variables qu'on va étudier ce semestre, vous avez une probabilité d'obtenir un résultat strictement plus petit que x, qui est égale à la probabilité d'obtenir un résultat inférieur ou égal à x, parce qu'on a vu la séance dernière que la probabilité d'obtenir exactement x était 2. Alors je vais donner deux exemples de variables aléatoires discrètes. Le plus simple, le premier, c'est l'exemple du pile ou face. Je jette une pièce. Elle peut donner deux résultats qui sont pile ou face, mais plutôt que d'appeler les résultats pile et face, je vais plutôt leur attribuer une valeur. Je vais décider que la variable aléatoire que j'étudie vaut 0 si la pièce a fait pile et vaut 1 si la pièce a fait face. Si la pièce est équilibrée, vous obtenez la probabilité d'obtenir 1 qui vaut 1,5, d'obtenir 0 qui vaut 1,5 aussi. Si la pièce est truquée, vous pouvez éventuellement ajuster ces deux valeurs. Là, on vient en fait de définir la loi de la variable aléatoire.
qu'est-ce qu'on a donné, les valeurs qu'elle peut prendre, la probabilité qu'elle prenne chacune des valeurs possibles. Donc là, on a défini la loi de la variable aléatoire, pile ou face, qu'on fabrique à partir d'une expérience de pile ou face. Deuxième exemple de variable aléatoire, c'est l'étude de la désintégration nucléaire, donc on a déjà parlé de ça la séance dernière aussi. On a un composé radioactif qui est composé, dans la modélisation qu'on choisit ici, d'une infinité d'atomes. En pratique, ce n'est pas un nombre très grand qu'on va considérer, mais une infinité. La modélisation aura ses limites quand la quantité de matériaux qu'on étudie est constituée d'un nombre d'atomes tel qu'au bout de quelques instants, il n'y ait plus d'atomes radioactifs dedans. Mais si vous avez un composé radioactif composant plusieurs facteurs au-delà du nombre d'Avogadro d'atomes, c'est une modélisation qui a tout son sens. La probabilité, donc x, c'est le nombre d'atomes désintégrés sur un intervalle de temps fixé. Du coup, les résultats possibles pour cette variable, c'est 0 atome qui se désintègre, ou 1, ou 2, ou 3, ou 4, etc. La loi de cette variable aléatoire, résultat qu'on admet, qu'on ne démontre pas qu'on admet, et qu'on a déjà croisé la séance dernière, c'est ça. Lambda, c'est un nombre qui dépend du matériau qu'on étudie. En fait, il correspond au nombre moyen d'atomes désintégrés sur l'intervalle de temps qu'on a fixé. Donc la probabilité d'avoir exactement k atomes qui se désintègrent, c'est lambda majuscule puissance k sur k factoriel fois exponentielle moins lambda. Là, de nouveau, on a donné la loi de la variable aléatoire correspondant à cette désintégration. Si on présente graphiquement la loi et la fonction de répartition, on voit ici sur la loi que pour cette valeur de lambda là, j'ai pris un exemple de valeur de lambda. Je crois que c'est 3 l'exemple que j'ai choisi, donc pour fixer les idées. On a un nombre d'atomes qui peuvent se désintégrer qui est très variable et qui peut prendre toutes les valeurs. Je n'ai pas représenté ici l'infinité des entiers possibles, mais la probabilité ne sera jamais nulle au fur et à mesure qu'on progresse. Sauf qu'au-delà de 10 ou 12 ou 15, on a une probabilité qui est complètement indiscernable à l'œil nu sur ce schéma de 0. La fonction de répartition, en fait, comment on la mesure, la fonction de répartition, c'est la probabilité d'avoir un nombre d'atomes désintégrés plus petit que le nombre qui est ici en abscisse. Donc la valeur qui est là, c'est combien? C'est P0. La probabilité d'avoir un nombre d'atomes désintégrés strictement plus petit que 0,5 ou que 0,8 ou que 1 même, c'est P0. Avoir strictement moins de 1 atome qui se désintègre, c'est en avoir 0. Autrement dit, cette hauteur, c'est la même que celle-là, sauf qu'il y a un changement d'échelle, vous voyez, d'un schéma à l'autre. Là, on va de 0,3, là, on va jusqu'à 1. La probabilité d'avoir un nombre d'atomes qui se désintègre strictement plus petit que, par exemple, 1,5, ça veut dire quoi? Ça veut dire 0 atome qui se désintègre ou 1. La hauteur qu'on va représenter là, c'est P0 plus P1, et ainsi de suite. Donc, donner la loi par une formule ou par un graphique, ou donner la fonction de répartition, c'est pareil. Et plus souvent, on préférera donner la loi. Troisième exemple, un petit peu plus intéressant, le nombre de résultats face en 10 lancers d'une pièce équilibrée. Je vous donne la formule ici, c'est une loi que vous connaissez peut-être déjà et qu'on va réétudier à la séance prochaine. Donc pour l'instant, je me contente d'écrire la formule. La probabilité d'avoir exactement k fois le résultat face sur 10 lancers, c'est k parmi 10 sur 2 puissance 10. De nouveau, on peut représenter les valeurs qui sont là, numériquement, graphiquement, et puis la fonction de répartition. Donc avec toujours la même propriété de la fonction de répartition, croissante, elle part de 0, elle va jusqu'à 1. Alors, pour une variable aléatoire, il y a deux caractéristiques qui sont intéressantes. Disons, elles ne suffisent pas à définir la variable, mais elles sont très importantes. C'est l'espérance et la variance. Donc, je prends une variable aléatoire qui prend des valeurs x1, x2, xn. Par exemple, un dé à 6 faces qui prend les valeurs 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou un nombre d'atomes qui se désintègre qui prend les valeurs 0, 1, 2, 3 jusqu'à l'infini. Avec des probabilités associées, P1, P2, Pn. Pour le dé à 6 faces, chacune des valeurs PI vaudrait 1/6. Pour l'atome, pour les désintégrations atomiques, les PI sont les valeurs données par la formule du transparent précédent. Qu'est-ce que c'est que l'espérance? C'est en fait la valeur moyenne. C'est la somme des valeurs qu'on peut obtenir, la somme des xi,
mais pondérée avec des coefficients devant qui correspondent aux probabilités. On va plus prendre en compte, c'est logique, les valeurs qui ont le plus de chances d'arriver. Donc c'est une moyenne pondérée. L'espérance, c'est la moyenne des valeurs qu'on peut obtenir pour une variable aléatoire, pondérée par les coefficients qui sont les probabilités. P1x1 plus P2x2 plus Pnxn. Si on vous demande de l'espérance d'une fonction de la variable x, ce qui arrivera parfois, vous mettez la fonction devant les valeurs, mais pas devant les probabilités. L'espérance de f de x, c'est la moyenne des valeurs que peuvent prendre f de x. Donc on fait une moyenne de f de x1, f de x2, f de x3, etc. Mais les coefficients devant, c'est simplement les pi comme au-dessus. Voilà. Donc l'espérance, ça mesure la valeur moyenne. Plus elle est grande, et plus ça veut dire que dans l'expérience, en moyenne, on aura un grand nombre de valeurs obtenues. La variance, ça mesure la dispersion. Alors qu'est-ce que c'est que la variance? La formule est là, vous pouvez la retenir, bien sûr. Vous pouvez aussi retenir la phrase, la variance, c'est la moyenne des carrés des écarts à la moyenne. C'est la moyenne, je fais une somme avec devant des coefficients qui sont les probabilités, des carrés, et ici, qu'est-ce qu'on a? L'écart à la moyenne. Xi, c'est chacune des valeurs possibles, l'espérance, c'est la moyenne, donc on élève ça au carré. Voilà, donc la variance, la formule pour la calculer, une formule possible pour la calculer, c'est la définition, elle est ici. Qu'est-ce que ça mesure? Ça mesure la dispersion des valeurs. Est-ce que je vais avoir des valeurs aléatoires, donc ça ne sera jamais la même, elles vont varier, mais qui vont plutôt avoir tendance à être regroupées autour de la valeur moyenne, ou plutôt avoir tendance à être très écartées de la valeur moyenne. Si je reprends l'exemple des étudiants, la note à un contrôle d'un étudiant qui aurait dans sa fonction de sa distribution de notes qu'il peut espérer obtenir une valeur moyenne à 10 et un écart type, une variance pour l'instant, une variance de 1, ça veut dire qu'il aura souvent des notes proches de la moyenne. Un étudiant qui a une espérance de 10 aussi, mais une variance de 5 ou de 8 ou de 15, ça veut dire qu'il va avoir en moyenne 10, mais très souvent des notes très faibles et très souvent aussi des notes très élevées. Puis l'écart type, c'est la racine carrée de la variance. Alors, toute une liste de propriétés qui sont à connaître, donc qui sont listées ici. Certaines sont assez intuitives, d'autres un peu moins. L'espérance est linéaire. Si je fais la somme des notes de quelqu'un et de son voisin, en moyenne, la moyenne de la somme, ça sera la somme des moyennes. Si je prends un étudiant et que je multiplie toutes ces notes par un nombre, petit a, la moyenne des notes obtenues de cette manière, ça sera le petit a fois la moyenne qu'il aurait eu si je n'avais pas multiplié. Si vous avez en moyenne dans cet amphi 12 de moyenne et que je multiplie toutes vos notes par 2, vous aurez 24 de moyenne. Donc ça, c'est des formules qui sont assez intuitives. Même chose ici. Si je prends toutes les notes et que je rajoute 1 à tout le monde, la moyenne augmente de 1. L'espérance de x plus une constante, c'est l'espérance de x plus cette constante. Cette formule-là, elle n'est pas très intuitive, on ne va pas la démontrer, on va juste la citer. La variance, donc c'est quoi? C'est la moyenne, espérance, des carrés, des écarts à l'espérance à la moyenne. Ça peut se calculer de cette manière. Ça peut aussi se calculer, c'est souvent plus simple, en disant que c'est l'espérance de x au carré, donc en utilisant la formule espérance d'une fonction de x, moins l'espérance de x au carré. L'avantage de cette formule, c'est que l'espérance de x, en général, elle aura été calculée avant. Quand on vous demande de calculer une variance, on vous a demandé le calcul de l'espérance avant quasiment tout le temps. Voilà, donc on pourra préférer utiliser cette formule. Si vous multipliez toutes les notes par a, vous allez multiplier la variance par a au carré, et donc l'écart type par la valeur absolue de a. Si vous rajoutez un point à tout le monde, par contre, vous ne changez pas la dispersion des valeurs. Tout va être décalé, mais les notes ne seront pas plus écartées les unes des autres, ou pas plus rapprochées les unes des autres. La variance de x plus b, c'est la variance de x. L'écart type de x plus b, c'est l'écart type de x. Et enfin, un peu de vocabulaire. Une variable est centrée si son espérance est nulle. Elle est réduite si sa variance vaut 1. Quand j'ai une variable x, si j'enlève son espérance et que je divise par son écart type, grâce aux formules précédentes, on peut voir que ça devient une variable centrée réduite.
Alors, dans le cas des variables aléatoires continues, je vais passer assez vite sur ces définitions parce qu'on ne va pas les manipuler en fait cette année, ou extrêmement peu. Comment ça se passe? On remplace les sommes par des intégrales. On remplace la probabilité d'obtenir telle ou telle valeur i, qu'on notait pi, par ce qu'on appelle une fonction densité fois dx, c'est-à-dire ça correspond à la probabilité d'obtenir un résultat entre x et dx. Ça se voit en disant que si f est une fonction de densité, on représentera par exemple, vous connaissez la fonction de densité de la gaussienne de la loi normale, comme ceci. Vous savez que la probabilité qu'on peut obtenir pour une loi normale se calcule par une intégrale, je vais en reparler d'ailleurs juste après. La probabilité, donc c'est une R. La largeur d'un intervalle sur l'axe des abscisses, petit intervalle, c'est dx. En ordonnée, vous avez la hauteur de la courbe. Donc f de x fois dx, ça représente l'aire élémentaire, donc la probabilité élémentaire. Et donc à partir de là, on retrouve la probabilité d'avoir un résultat dans un ensemble A, c'est l'intégrale sur cet ensemble de la fonction densité. La fonction de répartition, c'est la probabilité d'avoir une valeur comprise entre moins l'infini et x. Donc c'est l'intégrale de moins l'infini à x de la fonction de densité. La probabilité d'avoir une valeur comprise entre a et b, c'est l'intégrale entre a et b. La probabilité d'obtenir une valeur unique, c'est l'intégrale entre x et x d'une fonction, ça fait 0. L'espérance, c'était la somme des pi xi dans le cas discret. Ça devient l'intégrale qui remplace la somme des f de x dx qui remplace les probabilités pi fois x qui remplace la valeur xi. La variance, la moyenne des carrés des écarts à la moyenne. Moyenne, l'intégrale avec comme coefficient la fonction de densité et derrière le carré de l'écart à la moyenne. L'écart type, c'est la racine de la variance et vous retrouvez exactement les mêmes propriétés pour les variables aléatoires continues que vous l'aviez pour les variables discrètes. Je cite l'inégalité de Chebyshev. Elle donne, pour une variable aléatoire quelconque et pour un nombre réel positif quelconque, la probabilité que votre résultat tiré au sort par la variable aléatoire soit comprise entre la moyenne moins t fois l'écart type, la moyenne plus t fois l'écart type. Ça correspond à ce qu'on appellera, et ce que vous avez déjà appelé en semestre 1, les intervalles de confiance. Vous savez que pour une loi normale, vous avez par exemple 68% des valeurs qui sont comprises entre plus ou moins un écart type par rapport à la moyenne, 95% des valeurs qui sont comprises entre à peu près moins 2 écarts types et plus 2 écarts types. Dans le cas d'une variable quelconque, tout ce qu'on peut dire, mais on peut le dire quelle que soit la variable sans aucune autre hypothèse, c'est que la probabilité d'être dans un intervalle compris entre la moyenne, l'espérance, moins t fois l'écart type et plus t fois l'écart type, elle est au moins égale à 1 moins t carré. Ce qui peut se retraduire de cette manière en prenant l'événement contraire. La probabilité d'être au-delà de t fois l'écart type, elle est plus petite que 1 sur t carré. Cette formule a un grand intérêt pratique, c'est pour ça que je la cite, mais en fait on ne s'en servira pas parce que regardez, pour une loi normale, qu'est-ce que ça donne? La probabilité d'être comprise entre plus ou moins un écart type, t vaut 1, vous obtenez comme information qu'elle est plus grande que 1 moins 1 sur 1 au carré, qu'elle est positive. Ça ne donne aucune information, vous savez de toute façon qu'une probabilité c'est positif. Pour 2 écarts types, ça vous donne la valeur 3 quarts, alors que je l'ai rappelé, l'intervalle de confiance à 2 écarts types, il correspond à un peu plus de 95% des cas pour une loi normale. Donc ce résultat est assez théorique, il sert à faire beaucoup de démonstrations. Vous le retrouverez si vous faites des probabilités plus tard dans votre vie d'étudiant. Pour ce cours-là, je ne vais pas insister dessus. Les couples de variables aléatoires. Donc de quoi il s'agit maintenant? Il s'agit d'étudier deux variables aléatoires associées au même événement, au même tirage au sort en quelque sorte. Donc ça peut être par exemple lancer 2 dés puis regarder séparément le résultat d'un premier dé et d'un deuxième dé.
Ça peut être un phénomène plus réaliste et que vous allez croiser plus souvent, avoir un objet puis en mesurer simultanément deux caractéristiques. Par exemple, vous prenez l'air dans cette pièce et vous mesurez simultanément la température et la pression. Ça va vous donner deux variables aléatoires associées à la même mesure. Donc on va parler dans ce cas de couple de variables aléatoires. Qu'est-ce que c'est que la loi d'un couple de variables aléatoires, ou la loi conjointe des variables x et y? C'est se donner l'ensemble des probabilités d'obtenir un résultat pour une variable et un résultat pour l'autre. P de x égale x, virgule y égale y, ça doit être compris comme la probabilité de l'événement. La variable grand X prend la valeur petit x et la variable grand Y prend la valeur petit y. Comment on calcule donc la probabilité d'un événement donné, d'un événement A donné? On fait la somme pour tous les couples de valeurs qui appartiennent à A de C, PXY. C'est exactement comme pour les variables aléatoires, les couples de variables aléatoires, sauf qu'on remplace des sommes où on a simplement un indice qui varie par des sommes où on fait varier à la fois les valeurs de x et les valeurs de y. Alors bien sûr, quand on a un couple de variables aléatoires, on peut finalement ne vouloir s'intéresser qu'à l'une des variables, en fin de compte. Ça se retrouve, la probabilité d'obtenir la valeur petit x pour la variable grand x, c'est la somme des probabilités d'obtenir la valeur petit x pour la variable grand x et la valeur petit y pour la variable grand y, en faisant la somme sur tous les y possibles. Même chose pour retrouver la variable y à partir de la loi conjointe. C'est ce qu'on appelle les lois marginales. La loi marginale en x ou la loi marginale en y, on fait la somme sur tous les y ou la somme sur tous les x pour retrouver une information qui ne concernera plus que l'une des deux variables. La notion de variable indépendante, elle est assez naturelle. Des variables sont indépendantes si la probabilité d'un événement qui concerne grand X et d'un événement qui concerne grand Y, c'est le produit des probabilités. Des événements sont indépendants si P de A inter B, c'est P de A fois P de B. Donc là, ce qu'on demande, c'est que les événements associés à la variable X soient tous indépendants de tous les événements associés à la variable Y. L'intérêt d'avoir des couples de variables indépendantes, c'est que connaître les lois marginales suffit à connaître la loi conjointe, ce qui n'est pas vrai dans le cas général. On va traiter un exemple. C'est un exemple très simple. J'ai dans une urne 4 boules numérotées de 1 à 4. J'en prends 2 simultanément. Je ne les remets pas après les avoir tirées, j'en prends 2. Et j'appelle X le plus petit des deux numéros, Y le plus grand des deux numéros. On souhaiterait savoir si ces lois sont... connaître la loi conjointe, connaître les lois marginales, et savoir s'il y a indépendance entre ces variables aléatoires. Ce genre d'exercice se représente par un tableau comme celui-ci. Attention là, ce n'est pas une probabilité conditionnelle, c'est juste que ce qui concerne X, c'est la colonne, et ce qui concerne Y, c'est la ligne qui est là. Donc qu'est-ce qu'on met? Un tableau qui va représenter les variables X, Y. On met ici les valeurs possibles pour X. Vous voyez que si X est le plus petit des deux numéros, on ne peut jamais valeur 4, puisque le numéro le plus grand qu'on peut tirer, c'est 4 au maximum, mais ça sera dans ce cas la variable Y. Pour Y, de la même manière, on ne peut jamais obtenir la valeur 1. Alors c'est pas grave, si on avait complété le tableau jusqu'à 4 ici, jusqu'à 4 là, on aurait simplement ensuite fait apparaître des zéros à l'intérieur. Donc à l'intérieur, qu'est-ce qu'on indique? À l'intérieur du tableau, vous indiquez la probabilité que X prenne la valeur 1 et que Y prenne la valeur 2. Que X prenne la valeur 2 et que Y prenne la valeur 4, etc. Donc dans cet exercice, c'est assez facile de voir que si on regarde les possibilités de résultats, on en a 6. X peut valoir 1 et dans ce cas Y peut valoir 2, 3 ou 4. X peut valoir 2 et dans ce cas Y peut valoir 3 ou 4. X peut valoir 3 et dans ce cas Y ne peut valoir que 4. Ces 6 événements sont plus probables et donc on obtient comme résultat possible 6 résultats avec une probabilité 1/6, des résultats ici impossibles, et on a simplement sur cette partie-là du tableau ce qu'on appelle la loi conjointe. Pour trouver les lois marginales en X, c'est quoi? C'est la probabilité que X prenne la valeur 1, qu'on va chercher à mettre ici. Comment est-ce qu'on peut obtenir la valeur 1 pour X? En prenant la valeur 1 pour X, et ou bien la valeur 2 pour Y, ou bien la valeur 3, ou bien la valeur 4. Donc ce nombre-là sera obtenu en faisant la somme de ces trois nombres. Donc l'intérêt de présenter les choses en tableau, c'est que les lois marginales se calculent simplement en faisant des sommes des valeurs
Ici, 0 plus 1 sixième plus 1 sixième, ça fait 2 sixièmes, 1 tiers. 0 plus 0 plus 1 sixième, ça fait 1 sixième. Pour la loi marginale en Y, exactement la même chose, sauf que cette fois-ci, on raisonne en colonne. Vérification, la somme des valeurs d'une colonne loi marginale en X ou la somme des valeurs de la colonne loi marginale en Y, ça vaut. Dans le cas des variables continues, je me contente de montrer le transparent sans en parler plus. On remplace les sommes par des intégrales, et comme c'est des sommes doubles, des intégrales doubles, mais ça on n'en parlera plus par la suite. Et je donne quelques propriétés concernant cette fois-ci les couples de variables aléatoires. L'espérance de x plus y, c'est l'espérance de x plus l'espérance de y, on l'a déjà dit. L'espérance de xy, qu'est-ce que c'est? C'est la valeur moyenne du produit xy qu'on peut espérer obtenir. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer la moyenne, c'est-à-dire une somme des valeurs xy, avec comme coefficient devant la probabilité d'obtenir petit x pour la variable grand x, petit y pour la variable grand y. C'est comme ça qu'on va calculer l'espérance de xy pour une variable discrète. Dans le cas où les variables sont indépendantes, alors on peut dire que l'espérance de xy c'est le produit. Mais ça, c'est pas toujours vrai si les variables ne sont pas indépendantes. Et toujours dans le cas où les variables sont indépendantes, la variance de x plus y, c'est la somme des variances. On a une notion de covariance. Covariance de xy, c'est l'espérance du produit écart de la variable x par rapport à la moyenne fois écart de la variable y par rapport à la moyenne. Cette formule-là, on ne l'utilisera pas sous cette forme, c'est la définition. La formule utilisable, elle est ici. Quand on vous demande la covariance de xy, vous calculez l'espérance de xy par la formule, la somme double qui est au-dessus, et vous enlevez le produit de l'espérance de x par l'espérance de y. Cette covariance peut servir à calculer ce qu'on appelle un coefficient de corrélation. C'est en fait la covariance qu'on divise par les écarts types. Enfin, la covariance de xy, donc c'est l'espérance de xy moins l'espérance de x fois l'espérance de y. S'il y a indépendance entre les variables, cette covariance, et donc par conséquent le coefficient de corrélation aussi, va le 0. La réciproque est fausse, il n'y a pas de raison qu'elle soit vraie. Voilà. On peut obtenir 0 même si on a des variables qui ne sont pas indépendantes. Et enfin, on a cette formule, la variance de ax plus by peut se développer en mettant comme une élévation au carré, a carré fois la variance de x plus 2 fois plus le double produit AB fois la covariance plus b carré fois la variance de y, formule qui pourra servir une fois ou deux dans les exercices. Si je reviens à l'exemple, on va appliquer les formules qui étaient certainement un petit peu complexes à appréhender dans le transparent précédent sur un exemple. L'espérance de x, c'est quoi? On met les valeurs possibles pour la variable x, 1, 2 ou 3. On met devant les coefficients qui correspondent aux probabilités d'obtenir 1, 2 ou 3. On obtient 5 tiers. L'espérance de y, on obtient 10 tiers. L'espérance de xy, je n'ai pas détaillé le calcul ici. Il faudrait prendre chacune des valeurs de l'intérieur du tableau et on fait la somme, la probabilité qu'elle est inscrite dans le tableau, fois la valeur de x fois la valeur de y correspondante. Donc qu'est-ce qu'on va calculer ici? 1 sixième fois 1 fois 2, plus 1 sixième fois 1 fois 3, plus 1 sixième fois 1 fois 4, plus 0 fois 2 fois 2, plus 1 sixième fois 2 fois 3, et ainsi de suite. Vous avez 9 opérations à faire, une somme de 9 termes à écrire, et vous obtenez 35 sixièmes. Vérification ici, la covariance 35, la covariance vaut 5 18e, espérance de xy moins le produit des espérances de x fois espérance de y, c'est pas nul, donc ça prouve que les variables ne sont pas indépendantes. Une autre manière de montrer que les variables ne sont pas indépendantes, c'est de vérifier la condition, ou de ne pas vérifier plutôt la condition. Les variables sont indépendantes si l'espérance d'un événement qui concerne, si la probabilité d'un événement qui concerne que x fois la probabilité d'un événement qui concerne que y est égale à la probabilité de l'événement conjoint. Par exemple, la probabilité que x soit égal à 1 et y soit égal à 2, c'est combien? C'est 1 sixième.
S'il y avait indépendance, ça devrait être égal aussi à 1/2 fois 1/6. La probabilité que x soit égal à 1 et y est égal à 2 devrait être égale, s'il y a indépendance, à la probabilité que x soit égal à 1 fois la probabilité que y soit égal à 2. 1/6 n'étant pas égal à 1/6 fois 1/2, évidemment, il n'y a pas indépendance. Voilà, donc je vous laisse reprendre ce cours et préparer les exercices du QCM correspondant et on complétera tout cela en travaux dirigés.